de la réception. Je suis sûr et certain que le Sénégalais est un lecteur hypocrite qui aime le texte de jouissance en catimini, mais pas sous le feu des projecteurs. Devrions-nous dépasser un peu cet état pour dire qu'on est la liberté d'expression, on est la liberté de l'imagination et enlever un peu tout ce qui est posture religieux, pudique, hypocrite. Pourquoi pas? Vous savez, cette partie qui, dans le plaisir du texte, soutient que l'auteur drague le lecteur, qu'il le drague littéralement. Et d'ailleurs, il donne même l'exemple de Rousseau. Rousseau drague son lecteur. Je voyais l'incipit des Confessions. Littéralement, il invite le lecteur à voir l'étendue de sa grandeur. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes. Si je ne vaux pas mieux que vous, au moins je suis autre. Je ne suis fait comme aucun de ce que j'ai vu. J'ose croire n'être fait comme aucun de ce qui existe. Si la nature a bien ou mal fait d'avoir brisé le moule dans lequel j'ai été fait, c'est ce dont vous ne pourrez juger qu'après m'avoir lu. Et j'y suis sauté, moi. Un jour, j'ai mon livre, je dis, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. La dernière phrase. Si la nature a bien ou mal fait d'avoir brisé le moule dans lequel j'ai été fait, c'est ce dont vous pourrez juger qu'après m'avoir lu. Je dédie ça au défunt Khalifa Ababacar Seye, connu sous le nom de Seye. Bravo. J'ai eu peur. Ça, c'est le plaisir. Mais le plaisir est tellement subjectif. Continuez, cette peur et ce plaisir. Mais relisez un peu Justine, du marquis de Sade. Le plaisir se fait par la peur, par la douleur, que l'on inflige ou que l'on reçoit chez Sade. D'où d'ailleurs le terme sadisme. Mais celui qui ne traque pas le lecteur, ce n'est pas de la subjectivité, je vous jure, mais celui qui ne traque pas le lecteur, c'est pas clair. Hypocrite lecteur. Hypocrite lecteur. Sans presse. Mon semblable, mon frère. Alors, tu as raison. Qui, tout en écrivant et en jouissant de l'écriture, le lecteur aussi espère jouir de la lecture. Les codes sociaux, il faut quand même faire de temps en temps. Mais en littérature, l'importance de la règle, elle est fondamentale. Fondamentale en littérature, l'importance de la règle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle permet d'être transgressée. L'importance de la règle est fondamentale en littérature parce qu'elle permet la transgression. Mais s'il n'y avait pas Ronsard, il n'y aurait pas Malherbe. S'il n'y avait pas Ronsard, il n'y aurait pas Boileau. S'il n'y avait pas Boileau, il n'y aurait pas Hugo. S'il n'y avait pas Hugo, il n'y aurait pas Baudelaire et Rimbaud. S'il n'y avait pas Hugo, il n'y aurait pas Breton. Mais relisez tout ce qu'ils se disent. Boileau dit de Ronsard qu'en français, ça amuse parler grec et latin. Il n'y a pas pire comme insulte. Ronsard, qui était le défenseur de la langue française, il dit non, ça amuse parler grec et latin. Il dit le vrai poète, c'est Malherbe. Vous voyez l'art poétique, le premier chant, vers les vers 130. Enfin, Malherbe vint, et le premier en France, fit sentir dans les vers une juste cadence. D'un mot mis en sa place, il enseigna le pouvoir et réduisit la muse aux règles du devoir. À ce sage écrivain, la langue réparée,
n'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée, les stances avec grâce apprirent à tomber, et le verre sur le verre n'osa plus enjamber. Mais non, Hugo dit non. J'ai disloqué ce grandier d'Alexandre. Sur les bataillons d'Alexandrin carré, je fis souffler un vent révolutionnaire. J'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Le vieux dictionnaire, c'est qui? C'est le 17e. C'est le langage carré. J'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire, plus de mon sénateur, plus de mon roturier. Mais quand Rimbaud viendra, c'est l'insulte ultime. Rimbaud, dans la lettre du 15 mai 1871, dira que les misérables sont de la vraie poésie. J'ai les châtiments sous la main. Les misérables, c'est un roman. Les châtiments, c'est de la poésie. Les misérables sont de la vraie poésie. J'ai les châtiments sous la main. Ce qu'il veut dire, c'est que même son roman est plus poétique que sa poésie, il est nul. Breton dit, Hugo est surréaliste quand il n'est pas bête. Quand il n'est pas bête. La règle est fondamentale, elle permet d'être transgressée. Mais, pas pour ça, c'est remarquable. Quand on a jugé et condamné les fleurs du mal, Baudelaire et Vigny ont échangé des lettres d'une teneur intellectuelle insoutenable. Mais Baudelaire a répondu à Vigny que ce livre ait pu plaire, je ne m'en suis pas offusqué. Que ce livre ait pu plaire, je ne m'en suis pas offusqué. Qu'il ait pu choquer, je ne m'en suis pas réjoui. Que ce livre ait pu plaire, je ne m'en suis pas offusqué. Qu'il a pu choquer, je ne m'en suis pas réjoui. Ce livre n'est que le reflet de nos âmes damnées. Nous sommes les fruits du premier péché, celui d'Adam. Nous sommes les fleurs du mal. Les fruits du péché. Nous sommes les fleurs du mal. C'est pourquoi il parle d'hypocrite lecteur. Il y a ce désir chez le récepteur, mais d'entrevoir une réalité au-delà du visible, au-delà du beau, juste de façade. L'autre Yamo, quand on lui a demandé qu'est-ce que le beau, il dit c'est la rencontre par hasard sur une table à manger d'un parapluie et d'une machine à coudre. D'un parapluie. Par hasard, ils ne se sont pas donné rendez-vous. C'est par hasard. C'est l'étincelle, c'est la surprise poétique, comme le faisait Édouard. La terre est bleue, comme une orange. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. La terre est bleue comme une orange. Qu'est-ce que ça signifie? La couleur et la forme se rapportent tous à la terre. Elles ne sont pas concomitantes l'une de l'autre. La terre est bleue. La terre est comme une orange. La terre est bleue, couleur. La terre est comme une orange forme. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. C'est ça. Je vois l'odeur des roses dont le professeur parlait ce matin, c'est la surprise poétique. C'est le fait de marier les mots et la surprise poétique fait jaillir l'étincelle du plaisir chez l'auteur et cette surprise-là fait jaillir l'étincelle de plaisir et de jouissance chez le lecteur. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais dire cette fois. Et je rajoute même l'âme de la règle, c'est la transgression. La littérature africaine a vu le jour parmi tout à l'heure de la littérature française grâce à la transgression. Transgression un peu de la syntaxe, de la sémantique même, que des deux font quatre, je me réclame de la démence précoce, de la folie donc c'est ça qui est important dans la transgression. Dans la transgression même des codes sociaux. Est-ce qu'on va parler un peu du plaisir de la réception, professeur Oualiba? La réception au Sénégal. La réception, entre la réception et l'auteur, il n'y a pas de filtre. Je fais un plaidé aux critiques. Il y a pas de critique. C'est pourquoi il y a cette tension vive entre le texte et la réception, parce que le texte n'est pas filtré par les critiques littéraires. Et d'ailleurs, les critiques littéraires provoquent ce plaisir de lire, et ça suffit. Mais parlons un peu du plaisir de la réception. Qu'est-ce que la réception veut comme plaisir?
une vaste question, professeur Wanyama. Oui, mais je voudrais tout juste rebondir sur l'allusion que tu viens de faire à ce qu'on appelle la transgression, l'esthétique de la transgression, mais aussi le sens de la provocation qui fait jaillir du plaisir. Moi, je pense que pour comprendre cela, nous aurons tout intérêt. Enfin, il est là. Mais il faut venir, il y a une place ici. On va essayer un peu de donner au plaisir à la vanité. Asseyez-vous. Alors, le plaisir de lire le personnage de Ramchandra dans son Alenka. Moi, je l'adore, Ramchandra. Allez-y, frère. Je disais, Papa Léo, donc nous saluons l'arrivée plus ou moins inattendue de la grande dame. C'est quel plaisir. Nous avons Quel plaisir. Quel plaisir. Finalement. Alors je disais, Papa Léo, que en quelque sorte, la notion de plaisir, surtout en un certain moment de l'histoire de la littérature, était radicalement liée à l'expression d'une certaine transgression, l'esthétique de la transgression. Et pour comprendre un peu ce plaisir délicat qu'on peut ressentir face à un texte qui bouleverse tous les codes, n'est-ce pas, du respect et en quelque sorte de la courtoisie, il faut peut-être interroger une pratique bien de chez nous, à savoir la lutte. Qui d'entre nous prend le même plaisir à regarder un combat sans risque et un combat avec où les coups de poing pleuvent? C'est pas la même chose. Et les organisateurs de combat l'ont tellement bien compris que pour se remplir les poches, ils organisent des combats de gladiateurs où le sang jaillit et où il y a vraiment des coups qui pleuvent. Et vous n'avez qu'à regarder un peu le visage de ceux qui suivent ces combats-là pour comprendre quel plaisir délicat ils ressentent à regarder ces séries. Ça, c'est important. Alors, il y a aussi le grand succès rencontré par les films d'horreur. Interrogez, n'est-ce pas, les adolescents d'un certain âge et demandez-leur quel film ils préfèrent. C'est des films d'horreur, des films qui font peur, des films où vraiment il y a des frissons qui jaillissent de toutes parts. Et ça, c'est vraiment quelque chose à interroger pour comprendre pourquoi les lecteurs, de plus en plus, réclament des textes qui bouleversent les codes de la courtoisie en matière d'expression littéraire. Et c'est pourquoi d'ailleurs tu as parlé justement de Tabara. Tabara, c'est l'anticlassicisme du roman sénégalais. Il est venu avec un ton vraiment délibéré, provocateur, parce que tout simplement elle a compris qu'elle ne peut se frayer un chemin dans ce patrimoine littéraire sénégalais qu'en parlant comme ça. Il faut qu'elle fasse une nouvelle offre narrative pour véritablement installer sa personnalité au cœur du landerneau, n'est-ce pas, littéraire sénégalais. Et je terminerai par ça, c'est-à-dire toujours par rapport à ce qu'on appelle l'esthétique de l'horreur et de la provocation, mais regardez quel succès a rencontré ce qu'on appelle la pratique du sadomasochisme. Vous regardez certains films, une femme réclame qu'on la lie, qu'on lui mette des chaînes autour des mains pour passer ensuite à l'acte. Mais il faut qu'elle soit aussi châtiée, flagellée. Ah oui, en Occident, c'est devenu en un certain moment une tradition. Et on le voit à travers les films. Je n'aurais jamais souhaité que ces pratiques-là nous envahissent. Mais aussi, il faut être d'accord que c'est une réalité chez eux, les Blancs. Et on ne sait jamais. Il faut vraiment surveiller la porte parce que ça peut arriver. Bref, vous savez, je dis que je suis dans ce panel-là comme un cheveu dans la soupe. Et puisque la très grande dame vraiment est venue,
celle que tout le monde attendait. Je n'ose pas l'appeler la prophétesse, mais la grande dame. Je ne mangerai pas la dernière soupe. C'est le marchandise. Alors, donc, voilà. Vraiment, moi, je pense que je serai plus courtois. D'accord, donc je vous laisse la parole et vous allez la passer. Merci beaucoup, professeur Waliba. Bienvenue dans ce panel. Nous étions un peu dans la première partie concernant le plaisir du texte. J'ai posé une question un peu sur le plaisir de la réception. Le plaisir du texte est important pour vous en tant qu'écrivaine, mais également scénariste. Scénariste, c'est important. Qu'est-ce que, selon vous, le plaisir du texte? Qu'est-ce qui fait plaisir en lisant un texte, selon vous? Le texte, des mots suivis par d'autres mots, des phrases suivies par d'autres phrases, enlacées dans les bras de la poésie primordiale. Je pense que pour moi, j'ai l'habitude de le dire, je suis entrée par effraction dans la littérature. Oui, je n'étais pas destinée à ça. Je n'étais destinée à être juriste ni écrivain. Mon père l'était et je trouvais que la machine à écrire, c'était pas mon dada. Donc je suis entrée parce que j'avais des choses à dire. J'étais confrontée à l'enfance abandonnée. Et c'est là qu'est né le Dard du secret. Mais j'aime quand je crée. D'abord, c'est un plaisir de créer. Même si je suis arrivée par effraction. Le plaisir est venu après. Parce qu'au départ, c'était une volonté de dénoncer des faits de société qui posaient problème. Mais ensuite, j'ai pris le plaisir. Ce plaisir vient du fait que, d'abord, je me disais, l'écriture est pour moi une forme de chemin vers la rédemption des sans-voix. Parce que ce qui m'a toujours étonné au Sénégal, c'est que les gens vivent la douleur en silence. Nous sommes dans une société où les gens ne se dévoilent pas, où l'homme n'a pas le droit de s'éplancher. Un homme pleure, on considère qu'il est faible, alors qu'il est un être humain. Une femme, bon, nous on nous laisse un peu le droit de crier, de nous permettre certaines choses, mais au-delà, je pense que nous sommes dans une société qui enferme l'être humain. On n'essaie pas de découvrir l'autre par sa richesse. Et mon roman rappelle ces personnages de ma terre. Quand je regarde Bayo, ou comme je dis, la balade du Salvador, surtout, je décris une galerie de Salvador. J'aurais pu utiliser autre chose, mais pourquoi le Salvador? C'est pourquoi je suis très impressionnée. J'adore la poésie. J'adore la poésie dans le roman. Ki ñetti mbir yëpp li leer ba leer mooy yenn saa yi dina dajeeg poto bu góor yëpp ay daj poto c'est la marque de boue. Moo tax ma ne la poésie bi l'Afrique est nekk poésie en fait. Donc bu dajeeg poto bi yenn saa yi mu parasiku jatu Salvador bi tilim waaye du ko tee doxantu mun nga wéy dem. waaye yenn saa yi mu barastiku daanu bu barastikoo daanu bëgg na bu yéegee ab këram fekk fa ab soxna si jël Salvador bi di ko ci biir nit bi fóot ko ba mu set door ko weer ci naaj bi ndax mag yi nee ne kenn du weer Salvador bu tilim ca mbedd wolof bu xóot laa leen wax. C'est l'image, la poésie. Et la balade du Salvador, c'est ça.
C'est-à-dire, le Salvador, c'est l'homme. C'est la métonymie, la drogue, etc. Donc, c'est l'homme. Mais quand on dit que l'homme, quand il sort de chez lui, il est à la fois juge, parti ou spectateur. La marque de Bousse, c'est quoi? C'est la remise en question. Parce qu'on a construit des hommes qu'on a considérés comme des surhommes. On attend d'eux quelque chose qui fait que leur nature humaine limite ses possibilités. Et je me rappelle, quand on était petits, nos mamans nous disaient, parce que nos mamans, elles étaient extraordinaires. Elles nous disaient, Salvador, quel nous pouvons dire? Parce que tout ce que tu dois vivre dans ta vie privée, c'est ta vie privée. C'est-à-dire, ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. Ce qui se passe dans la cour reste dans la cour. Et ce qui se passe dans la rue appartient à la rue. C'est ça la balade du Salvador. Et on a presque beaucoup d'images d'hommes différents, avec leurs caractères différents. Mais dans la poésie, pour le roman, je le dis, c'est toutes les figures de style, sauf une seule figure. Ça fait, depuis sa parution en 2000, j'attends le prof qui me dira laquelle figure de style n'existe pas dans la balade du Salvador. Je n'ai toujours pas la réponse. Puis donc, je dis que c'est un roman d'une poésie presque assassine. Parce qu'on parle de la pédophilie. Et cette victime de pédophilie arrive à nous faire presque danser à la fin du roman. Pourtant, sa douleur est terrible. Sa relation avec ce portrait. Cette maison où elle revient tout le temps, jusqu'à s'endormir. Ce propriétaire qui ne comprend pas ce qu'elle fait là. Cette fille qui vient tout le temps fourrer ses pieds chez lui. Pourquoi? Alors qu'en réalité, c'est dans cette maison même où elle a vécu sa douleur. Pour moi, le plaisir réside en fait d'abord dans cette musique des mots. Je voudrais entendre des battements de mains, paume contre paume. Je voudrais entendre le son frénétique des djembés, paume contre paume. Je voudrais humer l'odeur de l'espérance jusque très profondément dans mes bronches de la maladie grise. Je voudrais une terre plus juste, une vie parsemée de graines de tendresse, jetées à tout vent dans les champs de l'amour jachère. Je voudrais encore et encore me promener entre les 10 senteurs terre de ma chair fine et entendre les tourterelles rouler sur les toits de chaume, l'hymne de la vie et des espoirs, peint sur les toits du firmament. Je voudrais voir germer jusqu'aux confins de la terre, pour que naissent les blancs tout couleur espoir, le son du tam-tam, le son du balafon, le son de la corde. C'est ce que je veux que les Sénégalais entendent quand ils lisent chacun de mes mots, pour nous rappeler une Afrique, celle de ma grand-mère Bambi, Diouf, aux lèvres tatouées de bleu. Je vous remercie. Merci beaucoup.